Voilà. Très bien. On est C'est parti bon. pour 45 minutes, c'est ça? 45 minutes, 1 heure? Totalement. Oui, tout à fait. Ok. Exactement. Bon, je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre, hein. C'est la première fois que je fais cette présentation. Je crois que l'encre sur les slides n'est encore pas tout à fait sèche. Donc, voilà, je suis sûr que vous allez être gentil avec moi. OK. Donc, je vous propose un retour d'expérience. Alors, peut-être pas aussi long que ce que vous a présenté Gilles, mais de quelques mois, avec un petit leitmotiv qui est voilà, autour d'essayer de faire des choses simples. Puis voilà, j'ai mis cette citation de Peter Drucker que je trouve intéressante, puis qui nous invite peut-être parfois à prendre un peu de recul sur ce qu'on fait. Très vite, je fais partie de la société Socube, donc il y a un petit slide publicitaire. Cette présentation, elle est destinée à passer aussi dans une ou deux confs très prochainement. Donc c'est un petit banc d'essai ce soir. Je solliciterai votre feedback à la fin pour essayer de rendre cette présentation encore meilleure. Et je ne doute pas que ça soit possible. OK, dans ce retour d'expérience, qu'est-ce que vous allez trouver? Je vais vous partager un petit peu des principes de travail, des techniques ou des pratiques qu'on a mis en œuvre sur une période voilà, de plusieurs mois, 4-5 mois environ. Quelques résultats qu'on a obtenus grâce à ça, quelques observations également de ces résultats, quelques idées qui nous sont venues. Il y aura aussi des invitations à expérimenter. Donc, si vous voulez emmener dans vos contextes certaines choses et puis tenter de les mettre en œuvre. Pour être honnête, tout n'a pas été parfait durant cette période. On n'a pas tout bien fait. Tout n'a pas été facile, loin de là. Mais ce qui était important, c'était d'apprendre et on a encore beaucoup appris. Vous avez le droit de m'interrompre, je précise. D'accord. C'est une question importante qui ne peut pas attendre, qui vous brûle les lèvres parce que le sujet est vraiment trop passionnant. Voilà. Donc, les questions soit dans la discussion box, soit effectivement la poser en direct à ce moment-là, si c'est vraiment chaud par rapport à ce dont Laurent parle. Très bien. OK. J'ai quelque chose aussi à dire. Je vais partager les liens du rôti maintenant. En cas où vous devez quitter la réunion avant, n'oubliez pas de nous donner votre feedback. Merci. Merci, Maria. OK, donc comme toutes les belles histoires, ça commence comme ça. Il était une fois, nous, il était une fois, une toute nouvelle équipe, pas d'expérience agile particulière, une petite équipe avec un product owner qui est une personne du métier. Vous pouvez couper vos micros pendant. Merci. Qui est une personne du métier, en l'occurrence. On a 2 développeurs avec des profils complémentaires, un UX designer, un Ops, qui viennent soutenir cette petite équipe de développement, puis un coach agile moi-même qui accompagne cette équipe. Cette équipe, elle relève un challenge qui est celui de développer la toute première version d'une application. Alors, c'est dans le domaine du métier de la formation professionnelle. Voilà. On a un cadre de travail sur lequel on s'est mis d'accord, qui est, on va dire, inspiré de Scrum. Ce n'est pas tout à fait Scrum, mais c'est inspiré, fortement inspiré. En particulier, on a un processus de développement itératif de 2 semaines. On a un budget qui est ce qu'il est. On va disposer seulement de 8 itérations pour travailler, ce qui est pas énormissime. Je précise que pour la toute première fois, c'est un travail aussi qu'on a réalisé 100% à distance, ce qui n'est pas quelque chose forcément d'aisé, en tout cas dans lequel on était habitué. OK, donc en résumé, à ce point-là, on n'est pas très bien. On a un challenge qui est assez costaud devant nous. On a une équipe qui ne se connaît pas, du coup, qui n'a jamais travaillé ensemble, qui plus est à distance. On ne sait pas à quelle vitesse on va progresser, ni vraiment la quantité de travail réel qu'on a devant nous pour atteindre l'objectif qui nous a été donné. On a fait un travail un petit peu préparatoire pour essayer de cerner un petit peu l'application, mais voilà, c'était assez léger. Donc, on sait malgré tout à peu près dans quelle direction on va aller, et on sait aussi et surtout, j'ai envie de dire, qu'on va découvrir des choses et qu'on va devoir beaucoup s'adapter. Par rapport à ça, dans mon rôle de coach, d'accompagnant agile de cette équipe, j'ai une intention un petit peu délibérée, c'est autour de 2 choses. C'est d'essayer de faire des choses vraiment simples pour cette équipe et puis de donner un maximum de sens au travail.
avec plusieurs objectifs. Déjà, c'est accélérer la construction de l'équipe. Moi, d'expérience, il faut 3 à 6 mois pour construire une équipe. On en a 4 devant nous. Et je parle d'une équipe performante. Pour essayer d'aider l'équipe à s'approprier un cadre de travail qui est nouveau pour elle et des pratiques qui sont nouvelles aussi. D'essayer de faire systématiquement, en tout cas le plus souvent possible, et en premier, ce qui semble le plus important. Et enfin, d'essayer de cultiver la motivation de l'équipe, parce qu'on va en avoir besoin, on va avoir besoin de son énergie sur cette période-là. Donc à partir de là, j'ai essayé de décliner un certain nombre de choses, et puis il a fallu commencer. Et commencer, des fois, ce n'est pas facile. Des fois, ça prend du temps. Et nous, du temps, on n'en avait pas. OK. Alors moi, je vous propose, c'est une première invitation à expérimenter. Le petit logo en haut à gauche, à chaque fois, ça représentera une invitation à expérimenter. Moi, quelque chose que j'ai beaucoup utilisé durant cette période, en se disant, OK, comment on va démarrer quelque chose et comment on va essayer de le démarrer rapidement, OK, sans se prendre la tête pendant 10 ans à conceptualiser les choses, à chercher le consensus, etc. Moi, j'ai usé de ma position de sachant agile, entre guillemets, et j'ai utilisé régulièrement une formulation qui commence simplement par les mots « pour commencer ». Pour commencer, je vous propose de « afin de ». Voilà. Ces mots « pour commencer », ils sont importants parce qu'ils induisent qu'il n'y a rien de définitif. OK. Donc, à partir de là, ça débloque déjà la situation vis-à-vis de l'équipe et on obtient bien plus facilement un accord ou au moins un consentement pour commencer à faire quelque chose. Donc, on peut se mettre en action plus rapidement. Et il n'y a pas de meilleure manière d'apprendre que de faire. OK. Je dirais, en complément de ça, ce qui est très important, c'est d'associer sincèrement l'équipe à la rétrospective, ensuite, pour ajuster et adapter, si besoin, la proposition. Si ça, on ne le fait pas, je dirais qu'on brise la confiance que l'équipe nous a accordée au travers de son consentement. Donc, la promesse, quand je dis « pour commencer », la promesse, c'est qu'on pourra revenir dessus, et si c'est justifié, on pourra l'adapter. Voilà. Donc moi, j'en ai fait pour moi des petits mots magiques, en tout cas sur cette période, qui ont permis de débloquer bien des situations et de commencer à faire des choses ensemble. Je parlais de donner du sens au travail. C'est un point important, et ce n'est pas juste donner du sens au travail de l'équipe de développement, c'est donner du sens à tout le monde. Il y a de nombreuses parties prenantes dans le développement d'un produit, pas que l'équipe qui va le réaliser. Les utilisateurs, c'est les parties prenantes. Le management, c'est les parties prenantes. Le responsable d'un domaine métier, c'est une partie prenante. OK. Ce qui nous semble important pour arriver à réaliser un produit qui soit un succès, c'est d'aligner et d'engager les personnes dans le produit. Pour ça, finalement, lorsque tout produit, je dirais, ça démarre avec une idée. OK. Et puis à partir de là, cette idée, c'est certainement de résoudre un problème pour un utilisateur. C'est souvent ce qu'on essaie de faire avec nos solutions, nos produits, nos applications. C'est de convertir finalement le problème à résoudre en une solution. OK, une solution informatique. Et puis sur un autre axe, il y a une approche stratégique qu'on va avoir jusqu'à décliner ça dans une dimension tactique, OK, de la planification de ce qu'on va devoir faire. Donc on va démarrer, on va construire une vision. Okay, on va associer à cette vision une stratégie au niveau de notre produit. On va élaborer une roadmap qui va permettre de réaliser cette stratégie. Et puis, on va décliner ça dans un backlog, c'est-à-dire la liste des fonctionnalités qu'on va implémenter pour ça. Ce qui est important, c'est de connecter tous ces éléments entre eux. Okay, et le connecteur qu'on va utiliser, nous, ça va être la valeur qu'on va chercher à délivrer de manière systématique. Donc, des objectifs qui sont partagés à différents niveaux et qui s'appuient sur le concept de valeur. Alors la valeur, c'est un grand mot. Dans l'agilité, on parle beaucoup de valeur, on parle de délivrer de la valeur. Okay. C'est devenu même peut-être un buzzword, ou un terme assez galvaudé pour que finalement, on ne sache plus vraiment ce qu'il y a derrière. Chacun peut avoir sa définition de la valeur. Moi, il y a au moins 3 natures de valeur que je retiens, notamment des exercices que propose Jeff Patton. C'est la valeur qu'on accorde à un produit. J'ajoute une fonctionnalité à un produit, j'enrichis mon produit, je lui amène de la valeur. OK. Maintenant, si personne n'utilise cette fonctionnalité, ça sert à quoi d'avoir délivré cette valeur sur ce produit? Donc, une fonctionnalité qu'on amène sur un produit, elle doit générer un résultat auprès d'un utilisateur. Elle doit lui permettre de résoudre un problème ou de tirer un bénéfice de quelque chose, de développer une nouvelle capacité. OK.
Ça, c'est quelque chose à la fois qu'on peut mesurer et qui fait du sens. Il y a une troisième nature de valeur, plus au niveau des organisations, ce qu'on appelle souvent la business value. OK. Business value, c'est quelque chose qui est assez indirect et qui est assez difficile à connecter au développement d'un produit. Donc, nous, notre parti pris, ça veut dire on va se concentrer sur la valeur pour l'utilisateur. Donc, finalement, on va amener l'utilisateur au centre de notre travail et au centre de nos décisions. Et surtout, on va tenter d'exprimer cette valeur et puis de la mesurer un peu, de voir si vraiment on progresse vers cette valeur qu'on espère délivrer. Le premier élément que j'ai mentionné tout à l'heure, c'était la dimension de vision et de stratégie. Souvent, ces éléments de vision, de stratégie, voire de roadmap, sont des éléments qui sont manquants dans la gestion de produits. Très souvent, on a un petit peu la vision, la stratégie de l'entreprise, et puis tout en bas, de l'autre côté, on a le backlog. Mais entre les deux, c'est un peu le no man's land. Et finalement, je crois que c'est quelque chose qui manque beaucoup pour créer du sens au travail. Donc nous, on a travaillé un petit peu en amont avec le product owner là-dessus, notamment, et puis avec un ensemble de parties prenantes, pour définir la vision du produit, élaborer une stratégie, c'est-à-dire pour qui ce produit, à qui ce produit est destiné, qu'est-ce que c'est que ce produit, quel problème on espère résoudre avec ça, et quel bénéfice peut espérer l'organisation de créer ce produit. Ce qui a été vraiment intéressant avec la production, je dirais, de cet artefact, c'est comme c'est devenu un outil absolument essentiel de communication pour le product owner, vis-à-vis de ses parties prenantes, vis-à-vis de son management, lorsqu'il fallait aller rechercher du soutien, pour aligner un certain nombre de personnes sur ce qu'on allait faire, etc. On a utilisé en particulier, j'ai mis un petit lien que je vous transmettrai, le concept de Product Vision Board de chez Roman Pichler. C'est un coach produit que j'apprécie beaucoup, qui fait des choses simples et pédagogiques. Et pour un PO débutant que j'ai accompagné sur cet exercice, c'était vraiment le résultat, je trouvais, était vraiment bien, bon, utile, et nous a permis justement d'aligner et d'engager les gens dans le produit. Et puis compléter à cette dimension vision et stratégie, il y a le plan actionnable qu'on doit élaborer derrière, qui est la roadmap, qui doit permettre d'implémenter la stratégie. Et là encore, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser donc, là aussi un outil de Roman Pichler qui s'appelle la Go Product Roadmap, Go pour Goal Oriented. Ce qu'on va mettre en avant, c'est un objectif pour chaque release. Et cet objectif, nous, on va l'exprimer sous forme d'une valeur pour l'utilisateur de manière systématique. OK? Donc, encore une fois, c'est avec ça qu'on va faire la connexion. Ce qui est intéressant aussi dans cette roadmap-là, c'est que ce qui est le plus important, c'est l'objectif. L'objectif, il est plus important que le périmètre, autrement dit que les fonctionnalités qui vont servir à l'atteinte de l'objectif. Ce que ça va permettre, là, ce qu'on a constaté, c'est que ça permet d'amener les discussions au bon niveau. C'est-à-dire que ça nous évite de rentrer dans le détail de chaque petite fonctionnalité qui va être implémentée sur le produit et de devoir discuter de ça avec des gens peut-être qui, à part leur avis, n'ont rien à proposer. Et surtout avec qui on va devoir passer un temps fou à rechercher le consensus, à passer de l'énergie, à prendre des décisions finalement sur lesquelles ils ont peu d'intérêt. Ils veulent être peut-être les influencer, mais ils ont peu d'intérêt dans le produit, ils ne vont pas forcément l'utiliser. Okay. L'autre avantage, c'est que peut-être vous connaissez ça sur vos projets, il y a un manager qui débarque, il a une super idée, okay, il a envie de chambouler le plan. Un outil comme celui-ci ou une technique comme celui-ci, ça permet de repositionner son intention par rapport à un objectif sur lequel on s'était accordé, de remettre ça en perspective et finalement, soit d'effectuer une adaptation un peu légère, soit de lui expliquer que ok, c'est peut-être une super idée, mais on en a déjà eu une, on en a fait un objectif pour tout le monde, et puis peut-être que ça sera l'idée suivante. Donc, cet outil-là, encore une fois, un outil essentiel dans la communication du product owner pour impliquer les gens dans le produit, pour prendre des décisions facilement, sans devoir y passer un temps fou, une énergie folle à coordonner un certain nombre de personnes et de décisions. Une roadmap comme celle-ci, c'est très détaillé pour la première version, la première release, un peu moins sur la seconde, beaucoup plus vague sur la dernière. L'idée, c'est qu'on peut, je dirais, la modifier sans engendrer ou sans remettre en question un grand travail. Le niveau d'information tel qu'il est là, c'est-à-dire
un horizon de temps, un objectif, quelques fonctionnalités, grosses fonctionnalités, et surtout des éléments qui permettent de mesurer l'atteinte de l'objectif. Ça, c'est absolument clé. C'est suffisamment synthétique et ça permet déjà d'avoir des discussions très importantes avec les parties prenantes d'un produit. Moi, peut-être si j'ai une proposition d'expérimentation, une invitation à expérimenter, c'est justement d'essayer de voir un petit peu entre un élément de vision assez haut finalement et le backlog que vous manipulez pour développer un produit. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Et si vous avez peu de choses, peut-être de vous appuyer sur ces deux éléments-là qui sont assez clés et assez structurants et de tenter de les instancier. Également d'utiliser en fait les différents éléments, en fait c'est des éléments qui s'imbriquent, de les utiliser pour les connecter entre eux au travers d'objectifs, ok, et puis des objectifs qui sont, je dirais, là aussi, qui font écho aux besoins qu'on a identifiés dans la stratégie produit. Pardon. Et puis ce qui peut être intéressant, c'est de les construire avec les parties prenantes, et si ce n'est pas le cas, peut-être de les tester auprès des parties prenantes, en disant tiens, regarde, j'ai tenté de poser un petit peu la vision du produit, la stratégie, qu'est-ce que tu en penses? Et les inviter peut-être à collaborer un petit peu dessus. Voilà. Lorsqu'on a fait ce travail, on arrive un petit peu sur le backlog. Voilà. On commence à descendre progressivement dans le niveau de détail du produit. Il y a quelque chose qu'on a fait sur lequel on était extrêmement discipliné. Encore une fois, quelque chose pour tenter de manière systématique de délivrer de la valeur, et en tout cas de penser valeur, de penser à l'utilisateur. On parle souvent dans les approches agiles de découper les fonctionnalités verticalement. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'idéalement, on ne devrait faire aucun développement qui soit seulement technique. Chaque développement devrait amener de la valeur à l'utilisateur. Okay. Nous, on a développé quasiment une soixantaine de fonctionnalités. Il y en a une qui n'a pas développé, qui n'a pas délivré de valeur à l'utilisateur au final. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. La seule fois où on ne l'a pas fait, et on a fait la rétrospective de ce sujet-là, c'est qu'on n'a pas découpé de la bonne manière. Okay. On s'est trompé dans le découpage qu'on a fait. Ça arrive, ok. Simplement, on est passé un petit peu outre certaines pratiques qu'on avait à ce moment-là. On a voulu prendre un raccourci. Et puis, ce raccourci, il s'est un petit peu retourné contre nous. Donc là, vous voyez à droite un exemple de découpage fonctionnel vertical. On part d'une fonctionnalité qui est assez grosse. Par exemple, vous voyez, c'était ici la thématique d'inscrire un participant à une formation. Ok, on devait pouvoir faire ça avec l'application. Et puis en découpant, selon des critères en fait prédéfinis par les techniques qu'on utilise, on aboutit à des fonctionnalités plus petites. Typiquement, inscrire un participant, en fait, derrière, il se cachait deux opérations, inscrire un participant et désinscrire un participant potentiellement. OK, puis finalement, quand on a abordé la question d'inscrire un participant, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les participants, ils provenaient d'horizons différents. Il y avait des employés, il y avait des gens qui venaient d'organisations partenaires, il y avait des gens du grand public. OK, donc là, on avait ce qu'on appelle une variation de données, puisqu'on utilisait différentes sources. OK, et puis il y avait encore des éléments derrière qui pouvaient intervenir. Moi, je vous invite peut-être à expérimenter ça, c'est-à-dire expérimenter ce découpage vertical, comment on le fait. Ce qui est possible, c'est peut-être, voilà, un jour prochain, vous avez une grosse fonctionnalité à préparer qui arrive, et puis vous vous demandez comment la découper verticalement. L'objectif, c'est de délivrer le plus tôt possible de la valeur. Nous, ce qu'on a utilisé, c'est cette feuille, en fait, How to split a user story. Donc, c'est une espèce de petit guide, en fait, de découpage fonctionnel qui a été proposé par Richard Lawrence et Peter Green. Il y a plein de gens qui l'ont déjà vu, ça. Moi, je l'avais déjà vu plein de fois avant. Je me dis, ah ouais, c'est chouette, ce truc-là. Puis, on ne l'utilise pas. Et puis, on se retrouve avec pas mal de problèmes pour délivrer de la valeur suffisamment tôt, etc. Donc,
Moi, la vraie expérience, en fait, ça a été de l'utiliser de manière consciencieuse, d'être très discipliné vis-à-vis de ça. Et encore une fois, la seule fois où on ne l'a pas fait, la seule fois où on a voulu prendre un raccourci, comme par hasard, on s'est retrouvé dans le cas, on a délivré quelque chose et on n'était même pas capable de le démontrer. Voilà. Donc peut-être, pour une première expérience aussi, pour rajouter un peu de pédagogie à ça, et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec l'équipe, c'est de faire cette petite cartographie, ce petit arbre aussi, pour prendre conscience du découpage qu'on fait. Et de noter à chaque fois, finalement, qu'est-ce qui a motivé chaque découpage. OK ? Et puis, parmi les feuilles, je dirais, de cet arbre, vont se situer, nous, on a utilisé le concept de user stories, qui est assez connu par ailleurs, et que peut-être certains d'entre vous utilisent déjà. Mais voilà, nous, on a fait des user stories avec ce qui étaient les feuilles de l'arbre. On a donc l'idée de ce qui est possible de faire, c'est de refléter ensuite ce découpage dans le product backlog en utilisant 2 concepts, par exemple les épiques pour la fonctionnalité qui était à l'origine du découpage, et puis les feuilles matérialisées sous forme de user stories. Voilà un moyen de faire. Et là aussi, de donner du sens, de comprendre le découpage qui a été fait, et de donner du sens aux différentes user stories. Et puis quand on fait ça aussi, on se rend compte assez rapidement que finalement, on n'est peut-être pas obligé de toutes les faire, les user stories, pour délivrer la valeur. Ça, c'est assez intéressant aussi. Je vous propose une autre thématique. Et là, on est vraiment dans la simplification. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui aiment estimer, hein, faire des super séances dédiées aux estimations. Ça, généralement, les équipes sont assez heureuses quand on leur propose ça. Effectivement, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus passionnant. Moi, ce que je constate aussi, c'est que les estimations, ça mange un petit peu de l'énergie, ça demande de l'effort souvent parce que c'est un moment qui peut même créer de la tension parce qu'on a besoin de trouver un consensus. Okay, c'est important que tout le monde soit d'accord sur l'estimation. Okay. Déjà, qu'est-ce qu'on estime? Bon, nous, on faisait des estimations relatives, ça englobait un certain nombre de choses. Et puis, ce qui est important dans l'estimation, nous semble-t-il, c'est de tenter d'être juste plutôt que précis. À mon avis, plus on va être précis, plus on va être faux. Hein, par nature, une estimation, c'est faux déjà de toute façon. Hein, ça n'est qu'une estimation. Donc déjà, si on se dit ça, on va peut-être relativiser un petit peu l'importance d'avoir une estimation précise. Je vous ai mis à droite un petit peu la distribution des estimations qu'on a réalisées. On faisait des estimations en points, voilà, de manière relative. Donc, on a une soixantaine de fonctionnalités qui ont été estimées. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a une gaussienne quasi parfaite. Ça, finalement, vous vous rendrez compte assez vite que c'est à peu près partout pareil. Puis ce qu'on voit, c'est qu'on a à peu près un tiers des estimations qui sont strictement identiques. Et puis les 2 bons tiers qui sont voilà, entre 3 et 8 points. La question qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est est-ce qu'on a encore vraiment besoin d'estimer? Ou d'estimer autant, j'ai envie de dire. Moi, l'analyse que je fais de ça, c'est que ça résulte aussi de notre pratique de découpage, celle qu'on vient juste d'évoquer. La manière dont on découpe en fait les fonctionnalités. Ça nous amène régulièrement à avoir en fait des fonctionnalités, des user stories, dont la taille se rapproche. Et finalement, on va avoir un petit peu toujours les mêmes profils de stories qui vont apparaître. Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait évoluer notre manière d'estimer et il n'y a plus qu'une seule question qui comptait à la fin. C'était est-ce que c'est trop gros ou est-ce que c'est suffisamment petit? Et si c'est trop gros, on continue à découper. Et on sait que si on continue à découper juste suffisamment, on va tomber dans ce qu'on fait habituellement. L'autre avantage de ça, c'est que ça nous a permis de réorienter l'effort et l'énergie de l'équipe. On passait moins d'efforts à estimer, moins d'efforts à prendre une décision. Là, la décision était complètement facilitée. C'est juste, est-ce que c'est trop gros ou pas? C'est la seule question qu'on se posait. Ce n'est pas 6, 8, 3, 5, 8, et voilà, et puis qui a raison, etc. Non. Là, le consentement était beaucoup plus facile. Et puis, donc, ça nous a permis, sur ce temps économisé aussi, cette énergie économisée, de réorienter les discussions sur ce qui était important. Quel est le problème à résoudre? Quelle solution on envisage d'amener? Okay, plutôt que, encore une fois, quel est le coût de la proposition de valeur qu'on amène? Combien de temps ça va nous prendre? Ce n'était pas ça les questions importantes. Encore une fois, faire ce qui est le plus important, c'était ça qui nous
qui nous intéressait. Laurent, juste une toute petite interruption. Kevin pose la question, trop gros ou trop petit par rapport à quoi? Par rapport à un sprint pour un sprint? Par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. L'équipe, elle a acquis des habitudes, en fait. Et finalement, elle ressent assez vite ce qu'elle est capable de faire. Comme on fait, on évoque les choses de manière relative, finalement. En fait, on compare l'élément à estimer avec ce qu'on a déjà fait. Ah ouais, c'est plus gros que ça, c'est plus gros que ça. OK. À un moment donné, si c'est plus gros que tout un ensemble de choses, c'est que c'est trop gros. Et que certainement, on va avoir beaucoup de mal à le faire durant le sprint. Donc voilà, j'ai essayé de répondre. D'accord, très bien, merci de la précision. Et puis, on a appris aussi, on a eu quelques user stories qui étaient un peu plus grosses que la moyenne. Hein. On en a quand même des qui valaient 13, 20, etc. Et on sait que si on va dans cette zone-là, on va être en difficulté. Donc, dès qu'on commençait à se rapprocher un peu de là, OK, on découpe. On arrête de se poser la question d'aller plus loin. Donc, peut-être une proposition d'expérimentation assez simple, mais peut-être utile, c'est justement de mesurer cette distribution, peut-être sur une période suffisamment significative. Je ne sais pas, admettons, sur les 6 derniers mois, vous reprenez toutes vos estimations, vous faites ce petit graphique, tiens, comment sont distribuées nos estimations, faire quelques observations factuelles, comme je l'ai fait moi. On a une gaussienne, un tiers des estimations se valent toutes, plus de 2 tiers, c'est entre 3 et 8, OK. Et peut-être d'inviter l'équipe à faire une rétrospective à ce sujet. Et peut-être de voir si finalement, je l'ai intitulé « S'accorder sur l'importance ou non d'estimer ». Est-ce que c'est toujours aussi important d'estimer ou est-ce que finalement, on pourrait moins estimer? Je ne dis pas de ne pas estimer, je ne suis pas jusque-là, ce n'est pas ce que j'invite à faire, mais je dis à faire des économies sur les estimations. Voilà. Un autre élément à la fois de simplification, mais aussi, je pense, qui permet de nous recentrer sur la valeur qu'on délivre. On utilise le concept de vélocité dans les équipes, notamment les équipes Scrum. Okay. C'est quoi notre vélocité? Cette vélocité, souvent, elle s'exprime en points. Tiens, on a délivré X points sur ce sprint. Je veux dire, on s'en fout, quoi. On s'en fout qu'on ait délivré X points. Les utilisateurs, ils s'en foutent. Que tu aies délivré 28 ou 52 points, les utilisateurs, ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est les fonctionnalités, okay, qui répondent à leurs besoins. Donc, nous, très vite, avec un peu une forme d'abandon des estimations, on a aussi abandonné la vélocité. Est-ce qu'on s'est plus concentré finalement sur la cadence de livraison des fonctionnalités? Combien de fonctionnalités on délivre à chaque sprint? C'est ça qui nous intéressait. Parce qu'on sait que derrière chaque fonctionnalité se cache de la valeur. Nous, assez rapidement, on a établi une cadence de livraison, plutôt que de réalisation d'ailleurs, que je devrais mettre cadence de livraison des fonctionnalités. On délivrait en moyenne 6-8 fonctionnalités finies par sprint. OK. Fini, attention, hein, très important, c'est prêt à être déployé en production. Hein, c'est pas, il reste encore des tests, etc. Parce que si on fait ça, on diffère du travail, et donc peut-être ma cadence, elle est bonne aujourd'hui, mais demain, je vais la ruiner, ma cadence. OK. Donc on est sur une définition assez stricte de ce que c'est que fini, et notamment proche de ce qu'il y a dans Scrum, qui nous dit quelque chose de déployable. OK. Donc voilà, la cadence de livraison de fonctionnalités. 6-8 fonctionnalités délivrées par itération. Ça fait juste une fonctionnalité tous les 1 ou 2 jours. OK. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de cadencer notre livraison. Il y a des fois, on a surperformé. Peut-être qu'il y a des fonctionnalités qui étaient plus faciles à implémenter que d'autres. OK, finalement. Comme quoi les estimations, on s'en fiche. Mais ça nous permet encore une fois de nous concentrer non pas sur des points qui en plus c'est des trucs dont les managers se servent pour mesurer la performance des équipes. Les points, encore une fois, c'est issu des estimations qui sont fausses. Donc ça veut dire quoi? Que notre vélocité elle est fausse. OK, donc ce n'est pas intéressant. Je peux très bien avoir délivré 50 points et puis avoir délivré 2 fonctionnalités comme 10. OK. Ce qui est important, c'est les fonctionnalités qu'on délivre. Je dirais observer la cadence plutôt que la vélocité, ça nous a amené à simplifier aussi autre chose. C'est
la projection, la planification. C'est-à-dire qu'au lieu de tenter de prédire l'avenir, on va juste projeter notre cadence dans le futur. Encore une fois, c'est inutile de chercher à planifier de manière précise la fin du projet, par exemple, parce que les éléments qu'on utilise pour ça, ils sont faux. C'est les estimations qui font la base de la vélocité. Donc, c'est faux. Donc, on utilise des choses fausses pour essayer de faire des choses précises. Donc, il y a peu de chances que ça marche. Il y a aussi quelque chose qui est incertain, c'est l'évolution de la performance de l'équipe. L'équipe, peut-être, elle n'est pas très performante au début, peut-être qu'elle va devenir plus performante, peut-être pas, etc. Donc, finalement, nous, ce qu'on a fait, ici, je vous fais un point de situation à mi-parcours. C'est ce qu'on proposait, nous, à nos parties prenantes. C'est-à-dire, OK, on a un backlog dans lequel on a X fonctionnalités, a priori, à réaliser. Je dis a priori. Au bout de 4 itérations, on en a fait 25. Notre cadence, on avance à peu près, encore une fois, à 6-7 fonctionnalités par itération. Ça devrait nous amener à peu près à 50. Voilà, on devrait être capable de développer une cinquantaine de fonctionnalités si on pratique comme on fait aujourd'hui, à la fois le découpage, le développement, etc. Voilà, c'est à peu près 80% de ce qu'on a dans notre backlog. Une question vite fait. Est-ce que cette Clayton, tu es en mute là, du coup. Je t'entends pas bien, Clayton, mais vas-y. Maintenant, ça va? Oui, c'est bon. Ouais. Est-ce que cette notion de cadence là que tu dis, c'est ce qu'on traduit de l'anglais, c'est le throughput ou pas? Oui, ça peut se rapprocher de ça, oui. Si j'ai bien compris ce que tu as dit, excuse-moi. C'est un peu, notre débit, quoi, notre rendement. Débit, exactement, le débit. Exactement. Ouais. J'ai employé le mot cadence, mais débit, c'est assez proche. C'est l'unité qui est distinguante, en fait. On parle de fonctionnalité, mais tu peux parler de débit aussi, et même on te répond tout. Mais le fait, je pense que c'est ce qu'il faut souligner, c'est qu'on parle de fonctionnalité. Très bien. OK, donc, voilà typiquement, nous, ce qu'on présentait, il y avait quand même un comité de pilotage au-dessus de nous, bien sûr, c'est assez important que ça soit suivi de près, tout ça. Des fois qu'on fasse n'importe quoi avec les budgets. Et donc, ce qui était intéressant, c'était de présenter ça à nos parties prenantes et leur demander, voilà, est-ce qu'on a besoin d'être plus précis que ça? Et à ce moment-là, pourquoi faire? Ils se sont avérés très satisfaits par cette présentation. Cette représentation, je dirais, qui était largement suffisante. Encore une fois, ça permet aussi aux product owners de communiquer de manière simple. Plus on va amener des détails là aussi, plus il y aura de questions, plus il y aura de challenges de la part de personnes extérieures à l'équipe. Peut-être une proposition, une invitation à expérimenter, c'est alors peut-être en complément pour commencer, peut-être en remplacement ensuite. Au lieu d'essayer de suivre cette vélocité en point de l'équipe, c'est d'essayer de simplement mesurer cette cadence, c'est-à-dire le nombre de véritables user stories finis délivrés par itération. Peut-être sur une période suffisamment significative, là aussi, par exemple les 6 derniers mois. OK. Et puis d'utiliser cette cadence pour projeter la suite du travail. Voilà. Peut-être de faire quelques observations ensuite avec ça, et puis là aussi d'inviter l'équipe à une rétrospective. Peut-être de tester aussi ça auprès des membres d'un comité de pilotage, etc. Donc de continuer à leur amener ce qu'ils ont l'habitude de voir, mais peut-être de leur amener quelque chose d'un petit peu différent aussi. J'ai pas mal parlé de valeur, et encore une fois, ce qu'on a essayé de faire, de choses importantes, c'est de, puisqu'on a exprimé de la valeur pour les utilisateurs, qui est attendue, c'est de la mesurer, c'est le minimum. Et finalement, c'est le seul vrai indicateur qui est important pour le produit, c'est est-ce qu'on délivre de la valeur ou est-ce qu'on n'en délivre pas. Nous, de toute façon, on était à budget fixe, OK. On avait une équipe qui était définie, donc on savait qu'on avait 8 itérations devant nous. Donc ça, ce n'était pas important comme débat. Ce qui était important, c'est est-ce qu'on délivre la valeur qui est attendue. OK. Donc on faisait régulièrement, avec le product owner et puis un certain nombre de parties prenantes, une petite revue de l'atteinte de l'objectif. Vous voyez, là, j'ai utilisé quelque chose de très simple, une cible avec des points. Chaque point représentait... Alors, sur la partie gauche, est-ce que les fonctionnalités qu'on attendait sont présentes? Parce qu'il y a quand même des grandes fonctionnalités qui étaient attendues et qui devaient caractériser le produit. Et puis, à droite, est-ce que finalement, l'objectif
qui avait été exprimée, la valeur amenée à l'utilisateur, les métriques qu'on avait associées à ça, finalement, elles étaient, quelle était leur valeur. Donc finalement, je dirais la cible de droite est encore plus importante que celle de gauche. D'ailleurs, à gauche, vous voyez, tout en bas à gauche, il y a un point rouge, il y a une fonctionnalité qu'on a décidé de ne pas faire du tout au final. Voilà, parce que en progressant, on s'est rendu compte que ce n'était peut-être pas aussi clé que ça pour atteindre l'objectif. Voilà. Par contre, à droite, on a évalué l'atteinte de l'objectif avec les utilisateurs, le product owner et les parties prenantes. Alors ici, il n'y en a qu'un sur les trois parce qu'il n'y a qu'un sur les trois éléments de mesure. Parce qu'il faut savoir que quand on livre un produit, on ne déclenche pas forcément la valeur tout de suite. Il se peut qu'il faille un certain temps, que le produit ait été utilisé un certain temps pour que cette valeur, elle apparaisse réellement. Okay. Donc, c'est ce qui s'est passé pour nous. Mais moi, je vous invite à expérimenter ça. Il y a une question de Jean, en fait, Laurent. Ouais. Je ne sais pas si tu la vois, la question. C'est vrai que quand on a le... J'ai trop de choses ouvertes, je ne la vois pas. Oui, effectivement. Jean, est-ce que tu peux la poser en live. Voilà. Si tu peux te démuter. Oui. Ouais, très bien. Ma question, c'est comment lier la cadence à la planification d'un sprint, sachant qu'une fonctionnalité peut être très simple, très complexe ou très complexe à implémenter. Ouais. Et on le voit d'ailleurs dans le graphe, d'un coup, tu as un sprint où tu as 3 fois plus de fonctionnalités qui sont implémentées. Ouais. Et justement, c'est même l'intérêt, selon moi et selon tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent dans Scrum, dans l'agilité de manière générale, c'est quand on mesure la vélocité, c'est lié directement à l'estimation de la complexité. Donc on a 2 mesures qui sont cohérentes. La complexité n'est pas du tout liée à la fonctionnalité, à la mesure du nombre de fonctionnalités. Mais c'est là, je pense qu'il y a 2 choses qui interviennent, si tu veux. Notre pratique de découpage, qui nous amène très fréquemment à avoir des fonctionnalités qui font à peu près la même taille. Donc on a, encore une fois, c'était ici, si tu veux, on a, tu vois, 2 tiers des fonctionnalités qui sont entre 3 et 8. Et c'est des estimations, encore une fois. Peut-être qu'il y a un truc qu'on a estimé à 3 qui valait 5, un truc 5 qui valait 8 et inversement, si tu veux. Okay, donc ça reste que des estimations. Mais on a pris en compte quand même cette dimension de complexité, on est d'accord. Mais au final, ce qu'on a observé, nous, c'est ça, c'est que finalement, ça avait peu d'effet sur la cadence. Bien sûr, il y a 2-3 fois, il y a eu des pics. OK, mais en moyenne, si tu regardes la courbe de tendance, elle est vraiment entre 6 et 8, peut-être même 7-8. Et pour nous, on a estimé que ça nous suffisait. Peut-être dans certains contextes, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas suffisamment précis. Mais pour nous, c'était assez précis. Et on ne voulait pas passer de l'effort, si tu veux, à aller plus loin. On estimait que ce n'était pas ce qui avait de plus important. Donc, je comprends que dans certains contextes, peut-être, je ne sais pas, si tu fais cet exercice-là, qu'est-ce que va te donner la distribution de tes estimations? Je ne sais pas, peut-être ça va être très variable. Tu auras vraiment de tout et en grande quantité ou à quantité équivalente. Et à ce moment-là, tu diras peut-être, bah ouais, il faut qu'on reste dans ce niveau de détail parce qu'il y a vraiment une grande variation. Mais nous, ce n'était pas le cas. Et puis, on a composé avec ça. En tout cas, on s'est servi de ça pour alléger le travail. Je ne dis pas que ça s'applique partout. Mais je dis que c'est peut-être le résultat aussi des pratiques qu'on a mis en œuvre. Ça vient de la façon de travailler. Ça vient de la façon de travailler. Ça veut dire qu'effectivement, l'exercice que tu proposes de faire l'historique des 6 derniers mois, s'il n'y a pas trop de variations sur le type de produit non plus, et que c'est la même équipe dont il s'agit, permet à ce moment-là, c'est ça que tu veux dire, Laurent, permet d'avoir ces statistiques et de se baser dessus pour les projections futures. En tout cas, ça vous permet d'essayer, ça vous permet de le tester. Si ça vous apporte, si ça vous simplifie quelque chose, alors oui. Tout à fait. Pardon, Jean, si tu souhaites. C'est OK pour toi, Jean? Réagir. Oui, je pense qu'effectivement, si ça dure très longtemps, un projet qui dure très longtemps, un produit qui développement dure très longtemps, ça peut être une idée. Par contre, sur 8 sprints, c'est 4 mois. Là, justement, c'est très court. Là, par exemple, au 3e mois, dans tes statistiques, d'un coup, tu développes vachement plus de fonctionnalités. Comment, du coup, tu arrives à être confiant de ce que tu vas pouvoir mettre dans le backlog du sprint suivant en basant sur la cadence. Et le suivant, parce que c'est arrivé une fois sur 4. C'est arrivé une fois sur 4, donc voilà. Et puis,
je veux dire, c'est pas que une liste de fonctionnalités, on sait un petit peu aussi ce que c'est, et puis on fait une rétrospective et on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans le sprint. On est super content d'en avoir délivré presque 2 fois plus que d'habitude. Bon, maintenant, ça nous questionne quand même et on cherche à comprendre. Et puis, lorsqu'on arrive à la prochaine planification de sprint, on dit, bah voilà, c'était une exception, et puis on sait qu'on va peut-être retomber sur quelque chose d'un petit peu plus standard. Juste, je fais un petit aparté sur cette cadence. Pour moi, il y a un autre intérêt à regarder ça, c'est quand on veut préparer le travail. Si je te dis, OK, on a une vélocité qui est de 28 points par sprint. Combien de fonctionnalités on doit préparer pour le prochain sprint? Tu ne le sais pas tant que tu n'as pas estimé. Donc, tant que tu n'as pas été au bout d'un processus, tant que tu n'as pas estimé un nombre suffisant de stories, tu ne sais pas ce que tu dois préparer. Nous, on savait qu'on devait préparer systématiquement 7-8 fonctionnalités, OK, pour les sprints suivants. Et ça, c'était vraiment un élément de simplification aussi. On y voyait beaucoup plus clair dans notre petit aparté. Par rapport à ça, mesurer vraiment la valeur qu'on délivre. OK ? On ne parle pas de mesurer combien on a consommé de budget, le temps qu'on a passé à faire chaque chose. OK. Invitation à expérimenter. Prendre une représentation simple, visuelle, comme je l'ai fait. Ça peut être un curseur, ça peut être une cible, un truc comme ça. C'est même un peu, il y a même un peu un jeu autour d'une cible. OK. Et puis, à intervalles réguliers, essayez, si vous avez fait le travail d'expression d'objectifs au niveau de la roadmap, avec un objectif, des métriques associées à l'objectif, de prendre régulièrement le pouls de ces métriques-là. Hein. Et puis peut-être, encore une fois, d'amener ça en plus peut-être de ce que vous amenez habituellement dans les comités de pilotage, où parfois il y a un cadre assez rigide qui est imposé, où on doit suivre un certain nombre d'indicateurs parce qu'ils sont soit imposés par l'organisation, ou il y a des... C'est peut-être d'amener quelque chose de différent à ce moment-là. Hein, je ne dis pas forcément de les substituer l'un à l'autre, mais c'est progressivement peut-être d'amener des choses un petit peu nouvelles. Là, Laurent, ce que tu montres sur ta cible, c'est quoi? C'est les KPI de ton Product Vision Board ou de la Go Product Roadmap là? Ah non, c'est la Go Product Roadmap. Hein. Si on Go revient Product Roadmap. ici, c'est... Ok. Je m'excuse, j'essaie de ne pas vous donner le tournis. C'est ici, on s'est concentré sur la première version. OK. Sur cette version, on a exprimé un objectif avec quelques fonctionnalités au niveau et, associé à ça, comment on va mesurer qu'on atteint l'objectif. Ce sont ces éléments de mesure qu'on reprend ici comme étant les éléments de valeur. OK. Merci. OK, là, il y avait un élément, pour être très concret, vous voyez, la capacité à planifier une nouvelle formation du catalogue en quelques secondes. Voilà. Quelque chose qui prenait une demi-heure à 1 heure avant à une personne, sachant qu'on avait un objectif qui était de réduire l'effort pour les gestionnaires de formation. Donc voilà, réduire l'effort, ça a été associé à pouvoir faire rapidement quelque chose, et simplement. Et finalement, c'est ça qui compte. Ce n'est pas combien de temps on a passé à faire la fonctionnalité. Il me reste 1 minute. Eh ben, un dernier pour la route. Tu as le temps. Ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est de prendre du recul par rapport à notre flux de travail et de regarder un petit peu comment ça se passait. Je crois que c'est du côté du Lean, hein, il y a quelque chose qui s'appelle, il y a une petite phrase qui est du style manage the flow, not the people. C'est un petit peu ça, c'est en fait, on gère le système. Donc, nous, on a fonctionné vraiment sur ce qu'on appelle un flux tiré. On a pris la mesure, voilà, du moment où on décide, on planifie de travailler sur quelque chose jusqu'au moment où on le délivre, combien de temps ça nous prend. Et encore une fois, ce qui se cache derrière, c'est notre cadence. Je crois peut-être par rapport à ce que disait Clayton derrière, effectivement, on a amené des choses du Lean aussi dans tout ça. Et puis, ce qu'on a voulu regarder un petit peu, c'est l'efficience de notre flux de travail finalement. C'est le temps de travail par rapport, quelle est la proportion du travail et de l'attente dans ce qu'on fait finalement. Bon, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait en gros une efficience qui était autour de 30-35% dans notre flux de travail, ce qui est plutôt bien positionné.
malgré malgré ce que ça peut laisser penser. Et vraiment, gérer le flux, c'est optimiser la cadence derrière. Et encore une fois, c'est ce qui nous intéressait vraiment. Moi, Laurent, peut-être si je peux vous proposer. Oui, j'ai une observation pour ça, avec le flou là. Moi, je suis en train de. Est-ce que vous m'entendez bien là? j'ai pas compris, Clayton, excuse-moi. Je t'entends pas Vous bien. m'entendez? On n'entend pas bien. Ok, je reviens. Je reviens. Ok. Moi, je pense que c'est un truc important pour les équipes d'arriver à visualiser leur flux de travail et de comprendre finalement où est-ce qu'il peut y avoir un certain nombre de problèmes à résoudre. Hein. Donc pour ça, vous pouvez, comme nous on l'a fait, faire l'inventaire des étapes de votre flux de travail, en particulier identifier quand est-ce qu'on travaille, quand est-ce qu'on travaille sur une demande, quand est-ce que cette demande-là elle est en attente et qu'on ne travaille pas dessus. Et c'est quelque chose qu'il faut arriver à traiter. OK, et d'arriver à représenter ça et au bout d'un certain temps, effectivement, de pouvoir faire des observations par rapport à ça sur comment on se comporte. OK, et peut-être, encore une fois, d'inviter l'équipe à une rétrospective sur cette thématique et de voir si vous dégagez des actions d'amélioration. J'en ai fini pour la partie présentation. J'ai quasiment tenu le chrono, je crois. Ah oui, tout à fait, Oui, absolument. Mais même, tu as peut-être même trop compressé parce que tu avais 45 minutes pour la partie présentation. Or, tu as déjà, dans les faits, commencé à répondre aux questions. Mais maintenant, place effectivement aux questions-réponses. ouais. Il y a Je vois Fardine qui a que Fardine a Ouais, levé la voilà. main et je pense que c'est une très bonne chose. Et puis voilà, je vous propose peut-être de partir pour lancer les discussions. J'ai mis 3 questions qui, moi aussi, je vous disais, je suis un peu à la recherche de feedback par rapport à cette présentation et donc je serais ravi que vous m'en donniez. Et puis on peut commencer par Fardine. Alors du coup, on se donne un quart d'heure, c'est OK pour vous, Gilles, Nedjma? C'est ce qu'on avait prévu? 10 minutes, un quart d'heure? Absolument, tout à fait. Oui, oui. On OK. a un quart d'heure sans problème. Je peux y aller? Oui. Oui, vas-y, Fardine, Ouais. tout à fait. Merci Laurent pour la présentation. Moi, je vais dire bravo en fait parce que franchement c'est super clair. J'ai vraiment apprécié la présentation. Je pense être aligné avec tous les messages. Et puis même ton intervention avant sur Safe, je suis aussi aligné. Ouais, je vais pas déclencher un mouvement. Attends, là. Nargis est encore là, mais elle a coupé sa table, mais je pense sinon elle va mal. Non, mais blague à part, les messages que tu passes dans la présentation, pour moi, ils sont super clairs. Et merci pour la présentation, bravo, c'est top. Voilà, c'était ça le premier message. Et puis la deuxième, juste sur ce qui m'a manqué ou ce qui me manque, peut-être c'est plus d'informations sur l'équipe. En fait, tu disais, vous aviez eu 3 mois pour réaliser le produit, donc l'équipe totalement remote, 5 ou 6 personnes, j'ai compris. Est-ce que c'est Ouais, une en tout, ouais. équipe à 100% qui ne se connaissait pas ou qui s'est créée autour de ce produit? C'est quoi la suite en fait? Est-ce que c'est une fin et puis on passe à autre chose ou est-ce qu'il va y avoir une continuité, peut-être juste un petit peu sur l'historique avant et un petit peu sur après OK. pour avoir le contexte? Alors, dans le slide d'intro, j'ai essayé de donner quelques infos à ce sujet. Hein. Effectivement, juste pour te répondre brièvement, c'était oui, une toute nouvelle équipe qui n'avait jamais travaillé ensemble. On a fait ce projet pendant 4 mois, ça a été un peu un one-shot pour l'instant. Encore une fois, la valeur, elle n'est pas immédiate. On a en fait un délai de 2-3 mois sur certaines mesures qu'on avait mis en place pour voir si vraiment le succès du produit est au rendez-vous. Et si c'est le cas, ça déclenchera une suite. Ok, merci. Et c'était le premier projet agile, tu disais, c'est ça? Premier Alors projet pour agile. cette équipe-là, oui, et pour ce client-là, c'était une de ses premières expériences aussi. Ouais. Ok, C'est que même merci. pour les gens qui étaient autour de l'équipe, c'était un peu nouveau quand même. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi. Très bien. Alors, il y a Clayton qui est de retour. Il a peut-être changé son. Vous m'entendez là, maintenant? Vas-y, vas-y. Voilà. Laurent, super. Oui. Je me sens vraiment intégré là par rapport à ce que tu viens de présenter. Mais je pensais que j'étais le seul
à proposer la même chose. On est vraiment alliés plus de 90%. Je suis Ah, me très dis pas que je t'ai content piqué tes idées quand même. je suis très content et allié par rapport à ça. Donc, Ok. mais j'ai dit, j'ai jamais touché 3 sujets, c'est par rapport à la cadence, là, par rapport à la vélocité et tout ça. Moi, j'ai commencé avec mon équipe, là, maintenant. On est à peu près 2 mois ensemble. Ils utilisaient toujours, avant qu'ils arrivent, ils utilisaient toujours la cadence comme une métrique. Moi, j'ai dit, ouais, la cadence, la vélocité, si tu veux, comme une métrique. Mais j'ai dit, je vois plutôt ça comme un outil de planification, hein, donc, savoir où on est et tout ça. Il y a des choses qui sont plus performantes. On passe au throughput avec des classes de services qu'on est en train de délivrer. On livre la valeur, on ne livre pas de la valeur, on livre des tâches, on livre des bugs et tout ça. J'arrive bien à voir ça avec le throughput. Et ça, on a passé de la vélocité vers le throughput. Donc, le throughput, c'est plus efficient pour moi dans ces moments. Il y a aussi par rapport à l'estimation que tu viens de décrire là et tout ça, il y a toujours une crainte par rapport à l'estimation, principalement quand les équipes elles sont pas sûres d'elles-mêmes, parce que l'estimation, si tu veux, en arrière, estimer quelque chose, on dit qu'on est engagé par rapport à le chiffre qu'on a donné, si tu veux, en arrière. Donc, les gens, ils ont du mal à s'engager par rapport aux chiffres qu'ils donnent. Donc, ils étaient tellement à estimer parce qu'ils avaient peur de s'engager sur quelque chose qu'ils ne pouvaient pas prévoir. Donc, ça, c'est plus l'utilisation qui est faite de l'estimation par les autres qui met l'équipe en difficulté. Exactement. Donc, c'est peut-être vers les autres qu'il faut se tourner pour régler ça. Qu'ils avaient donné, quoi, les stall points qu'ils avaient donnés, quoi. Donc, là, je commence à utiliser, adapter quelque chose qui, c'est à moi-même, vraiment, de regarder ce qu'on avait avant, ce qu'on avait prévu avant, ce qu'on est arrivé à la fin, pour savoir si on était trop optimiste ou trop pessimiste dans cette sprint. Et ça commence à avoir des résultats clairs par rapport à ça. C'est-à-dire, les gars, pendant la clinique, les gars, le dernier sprint, on était très optimistes, 10%, 15%, 5%. L'idéal, c'est de trouver une balance plus proche. Je sais que ce n'est pas possible, mais c'est de les approcher un peu plus pour avoir de la confiance pour estimer, quoi. Et commencer à utiliser cet outil, et ça commence vraiment à donner des résultats étonnants. Vraiment, je suis étonné par rapport à ça. Voilà. Ok, très bien. Maria, Kevin, vous avez la main levée? Oui. Alors, j'ai beaucoup apprécié. Merci, Laurent. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que tu encourageais les gens à oser, à faire des changements. Alors, moi, je t'encourage à mettre dans ton titre « Oser à faire simple pour aller vite et bien ». C'est ça ce qui est… Ok. Oui. Je ne te dirais pas qu'est-ce qui serait encore mieux. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je voulais te dire, voilà, c'est ça. C'est que j'avais apprécié que tu encourageais les gens. Merci. Très bien, peut-être Kevin. Yes. Bon, c'était pas fou, hein, Laurent. Mais évidemment, c'était comme d'hab, c'était dingue. J'ai beaucoup aimé, ouais, pareil, les invitations. Tous les messages, bah, évidemment, c'était top. Sur peut-être les estimations, ouais, c'est pour rejoindre peut-être Clayton, mais c'est un sujet qui tend un peu tout le monde. C'est peut-être, je sais pas, parler de la nécessité qu'il y a de prendre de l'expérience. Et ça, tu l'as dit, mais en fait, tu le dis après. Ok. Tu vois, quand tu lâches un peu, quand tu dis, bon, on s'en fout de la vélocité, machin,
il y a ce point-là, donc l'équipe, elle peut lâcher, mais elle a déjà pris d'expérience. Et on n'a pas parlé aussi, enfin oui, si tu en parles de la qualité du refinement qui le permet aussi. Et peut-être, je ne sais pas si ça a été ton cas, du support managérial. Parce que j'imagine que pour lâcher autant de choses, vous avez dû avoir des managers qui vous ont lâché, qui vous ont permis À de nous, faire ils des nous ont choses. totalement lâchés. Voilà. Je peux te le dire. Et Non, mais c'est pas qu'ils nous ont lâchés, c'est qu'on n'était pas du tout suivis. ouais, mais Donc c'est pour ça qu'on a pu tout se permettre aussi. tu Et vois, on aurait pu se permettre n'importe quoi, entre guillemets. en On faisant ne s'est pas n'importe permis quoi. n'importe quoi, mais non, bah, chez toi, je sais pas si c'est, je saurais pas dire si c'est de la confiance ou si c'est du, voilà le challenge, et puis on vous attend au tournant pour le résultat, quoi. Mhm. Et entre-temps, vous vous débrouillez. Il y a eu un peu de ça. Voilà. Ouais, top en tout cas, hein, ça a cartonné. Moi, Merci, je Kevin. vais rebondir sur ça, Kevin, parce que ce qu'il a dit Laurent aussi, c'est que quand on est en train de faire les changements, il n'a pas dit remplacer une chose pour l'autre. C'est simplement l'introduire petit à petit et voir les feedbacks. Et peut-être comme ça, on peut gagner la confiance aussi du management. Ouais, c'est Ouais, ça ouais, ce que je voulais dire. c'est Il faut clair. continuer à leur donner leur malbouffe. Mhm. C'est que ça fait peut-être un peu plus de travail Il pour faut amener nous. un petit plat un peu travaillé de temps en temps. Et Najris qui avait la main, je suis mal. C'était une blague Non, tout à mais l'heure, je déteste passer. tu sais, ça C'est m'étonne pas, comment je non, respecte c'est vraiment. c'est l'est que j'aime pas, je me suis trompé. Pour quelqu'un qui parle de simplicité, Utile. Alors, Laurent, merci pour cette présentation. Tu sais, je suis l'une de tes premières fans depuis la présentation de Solution Focus. Merci. Ah, ok. J'ai même animé une rétrospective sur cette base. C'est toujours un plaisir de t'entendre autour de ces présentations et merci pour ta générosité. Alors, ce que je garde, j'ai rien à te proposer de mieux. Moi, ça m'allait très bien. Et ce que dommage. je garde avec moi, c'est... non, mais je veux dire, écoute, c'est comme ça. Hein. Ouais. Ce que je garde, c'est... moi, j'ai besoin d'amener de la simplicité autour de ce framework qui peut faire peur, d'autant plus qu'on mène cette transformation avec des équipes qui vont se créer. En fait, il n'y a même pas d'équipe qui fonctionne en Scrum aujourd'hui. Et j'ai vu une illustration d'une No Estimate chez toi qui me plaît là. Tu me prouves aussi qu'il n'y a pas besoin d'être hyper mature, en agilité et tout, pour dire on passe le cap, on ne va plus estimer et on va faire du No Estimate. Et effectivement, si on découpe très bien notre produit, nos fonctionnalités, et on est assidu dans ce travail-là et rigoureux, on peut arriver à ces fonctionnalités, à ces user stories qui ont à peu près la même taille. Et effectivement, on n'a plus besoin de ce travail d'estimation qui, par le passé, l'équipe rechignait tout de même à le faire. Elle trouvait que c'était lourd, que c'était beaucoup de temps pour quelque chose par défaut faux. Voilà. Et donc, moi, je partirai avec ça. Une nuance, j'ai pas dit no estimate, justement. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on a fait. Une tendance vers. Ouais, voilà. Une tendance vers le no estimate. Moins besoin d'estimer et moins besoin de passer de temps à le faire et considérer que c'est moins important que d'autres choses, tout simplement. Et après, ou rendre ça, donc, rendre ça beaucoup plus binaire, c'est suffisamment petit ou pas. Voilà. Parce que nous, on s'est beaucoup appuyé sur la définition de prêt qui est invest, l'acronyme invest, dans lequel le S signifie justement suffisamment petit. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi qu'on a beaucoup tenu, tout comme la définition de Philippe, et qui nous aidait beaucoup aussi à, sans être dans une action d'estimation formelle, traditionnelle, telle qu'on la connaît, de quand même se prémunir d'un risque que quelque chose soit quand même trop gros et que ça nous pose des problèmes. C'est ça. Et donc, du coup, il faut reboucler tout de même sur votre découpage de fonctionnalités. Vous redécoupez encore pour dire visons des tailles de fonctionnalités équilibrées quelque part. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu et j'aimerais bien
que les gens s'affranchissent dans un premier temps de ces estimations pour les aider à démarrer et donc d'aller vers ce commencer à. On est accompagné dans cette transformation de beaucoup de théoriciens. Et c'est mon étonnement sur ces 15 jours de début, 13 jours, je ne sais pas combien on est. Et donc, j'aimerais bien dire juste commençons à, voilà, laissons les équipes faire, n'attendons pas le bon kit de formation, de machin et tout, mais ça arrive avec la pratique. Accompagnons les gens et donc commençons à faire. Voilà ce que je récupère avec moi ce soir et merci encore. Merci. Clayton, tu as relevé la main? Non, Nejma avait levé la main, oui, c'est vrai. Moi, j'ai une question. Merci Laurent pour cette présentation. Ah, il y a quelqu'un qui parlait en même temps? C'est vite fait, vraiment. La tendance que Laurent nous avait montré là par rapport aux estimations qu'on a commencé tout petit, après on a commencé vraiment à se tourner vers la valeur. Moi, je suis en train d'adopter ça à mes équipes là actuellement. Et c'est quelque chose de vraiment trop bien parce qu'on a commencé avec des petits, regardant des petits détails, si vous voulez. Et au fur et à mesure qu'on avançait avec l'empirisme, avec l'expérience qu'on avait dans le vécu et tout ça, on commence déjà à estimer, à se tourner vers estimer la valeur, pas les tâches. Très bien. Et Nejma, tu voulais moi, j'avais une t'exprimer. question. Ou même- Une question? Oui, c'est possible. C'est possible aussi. Ouais. Tu J'en pose plein, moi, alors de temps en temps, j'accepte de répondre à une, quoi. parlais au départ que tu disais que c'était pas facile, tout ce chemin que vous avez fait. Ouais. Je serais juste curieuse, qu'est-ce qui était difficile ou challengeant pour l'équipe, mais aussi pour toi dans ce voyage ou dans cette expérience? Je pense que le challenge, c'était de découvrir beaucoup de choses d'un coup, quoi. De se découvrir les uns les autres, de découvrir des façons de travailler ensemble, de découvrir le produit qu'on allait construire, de découvrir comment on allait le construire. C'était un peu la découverte totale, donc si tu veux, c'était un peu la grande inconnue, quelque part, la grande incertitude. Et puis aussi de se dire que, voilà, notre product owner, c'est quelqu'un qui était assez inexpérimenté, enfin complètement inexpérimenté, mais c'était quelqu'un du métier qui n'était pas du tout dans, ni qui avait de fibre IT, ni de culture de gestion de produits, ni même de gestion de projet, ni même de... donc voilà, quelqu'un à qui il fallait apprendre aussi beaucoup de choses. Alors ça a été un plaisir de l'accompagner. Il a quelqu'un de très ouvert d'esprit, curieux, prêt à apprendre, et heureusement, j'ai envie de dire. Voilà, et aussi une équipe de développement assez junior. Là aussi, pas d'expérience passée dans des cadres de travail agile. Après, voilà, peut-être qu'ils n'ont pas été déformés, du coup, c'est pas plus mal. Et non, mais ce qui a été difficile aussi, moi, dans mon rôle, c'est de réclamer une confiance, de leur demander de me faire confiance. C'est pas évident, quoi. C'est pour ça que le truc pour commencer à chaque fois, c'était hyper important. Et surtout de respecter la rétrospective et de dire je ne vais pas l'utiliser pour moi, mais vraiment on va l'utiliser pour adapter vraiment les propositions que j'ai pu faire et on va vraiment revenir dessus. Et du moment que je leur ai montré ça aussi, ça a été, je pense, ça a permis d'établir cette confiance-là aussi. Qu'est-ce qui n'était pas Scrum? Tu disais que c'était un peu inspiré de Scrum, mais ce n'était pas entièrement Scrum. Tu sais, comme on a travaillé beaucoup à distance, et puis qu'on n'avait que 2 vraiment développeurs à plein temps. Pour commencer, on n'a pas fait de daily Scrum. On n'a pas fait de daily pour commencer. C'était un choix de départ. On faisait un check-in toutes les semaines. Bon, il se trouve qu'assez rapidement, on a fait des daily. Qu'est-ce qui pouvait peut-être nous différencier aussi? Alors, j'ai mis fortement inspiré, donc je ne suis pas loin quand même. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas de Scrum? Alors ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas de Scrum? Et puis moi, je te parle du Scrum 2017. Hein.
Moi, le 2020, j'ai encore pas fini de lire le guide, là. Product goal. Moi, je suis en version 2017. Hein. Je suis configuré sur cette version. Je n'ai pas fait l'upgrade encore. Non, mais blague à part, dans le 2020, qu'est-ce qu'ils ont amené? Le product goal. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Tout à l'heure, je parlais de ce qui manquait au-dessus de ce backlog, quand les product owners se retrouvent avec des backlogs immenses. Je vois qu'il y a Florence qui est là. Les product owners se retrouvent avec des backlogs immenses, sans structure particulière, de liste à plat, sans éléments au-dessus de ça, on va dire, qui permettent de guider, je dirais, toute l'initiative de développement du produit. Je pense qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il manquait quelque chose. Alors aujourd'hui, ils ont appelé ça Product Goal pour lier à une release du backlog. Pour moi, ça revient à l'objectif qu'on retrouve dans la roadmap pour chaque release, finalement. Mais effectivement, je pense qu'il y avait un réel manque de ce côté-là. Ouais. Et du coup, pour répondre à tes questions, moi, ce que j'ai apprécié particulièrement, justement, c'est ces notions-là. Tu parlais de vision, tu as commencé par la vision, par la stratégie, le roadmap, pour que tu connectes un peu la vision au terrain, pour arriver au backlog. J'ai beaucoup aimé ça. C'est ce qui manque souvent pour la plupart des product owners ou des équipes. J'ai apprécié beaucoup aussi il y avait un schéma sur l'output, l'outcome et l'impact. On peut ajouter activité. Tout ça, pour moi, c'est important avec le focus vraiment sur l'outcome, mais pas sur le nombre de fonctionnalités et qui probablement qu'il y aurait un impact sur l'organisation, donc ce que tu as appelé la business value. Donc, tout ce qui touche l'objectif, orienté utilisateur, orienté outcome, pour moi, c'était très, très présent dans ta présentation et c'était pour moi ce qui manque pour la plupart et c'était clé. Donc, merci pour ça. Ce que je trouvais, mais ça m'appartient à mon goût, je trouvais que c'était, quand tu es arrivé plutôt sur le backlog, je trouvais que c'était trop, à mon goût, trop détaillé en fait. Avec des exemples un peu détaillés sur le formateur, sur les estimations. Moi, le message clé, c'était autour justement de ce que j'ai dit juste avant. Donc, c'était pour moi trop détaillé ces aspects-là un peu opérationnels qui peut-être servent, mais voilà. Je te remercie, Nejma. De rien. Florence. Moi, je voulais te remercier déjà, Laurent, pour ce beau retour d'expérience qui est hyper intéressant. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est le côté concret, justement. Du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir des exemples concrets. Puis j'ai trouvé le storytelling super bon, de l'accompagnement du début jusqu'à puis c'était intelligemment fait, la descente. Donc ça, c'était vraiment top. Au niveau du storytelling, tu dis beaucoup OK dans ta présentation et en fait ça coupe parce qu'en fait ça met comme un cran d'arrêt où ça arrête un peu la conversation de ce que tu es en train de raconter, mais c'est vraiment genre du pinaillage, hein, parce que c'était vraiment intéressant et c'est juste genre il fallait vraiment trouver un truc. Voilà, t'as raison, Florent. Moi je te remercie. Et puis ce que je vais ramener dans mon contexte surtout, le vision board, là c'est bon, ça c'est clair et effectivement c'est hyper essentiel et central. Ouais, Maria. Et du coup, par contre, le côté, j'ai sauvé ce que tu as dit par rapport à comment splitter des user stories et j'ai trouvé ça hyper intéressant et très complet comme article. Et donc, je vais partir de cette rencontre et lire ça. Voilà, donc merci pour ce partage. Merci, Florence. Moi, j'ai une question à poser par rapport au pourcentage. Comment est calculé le pourcentage 30% à 35%? Sur l'efficience du flux? Oui, par rapport au... Simplement, c'est le temps de travail divisé par le temps de travail plus le temps d'attente. D'accord. Donc, c'est uniquement c'est le pourcentage de temps qu'on passe à travailler sur quelque chose, sur une demande qu'on délivre. Du moment qu'on a planifié de travailler sur cette demande jusqu'au moment où on la délivre. Okay, dans cet intervalle de temps, il y a des moments où on travaille sur la demande et il y a des moments où on ne travaille pas dessus. Elle est en attente. Elle attend d'être testée, elle attend d'être délivrée, elle attend d'être analysée, etc. D'accord. Et c'est par individu ou c'est par un groupe d'individus? C'est par l'équipe. Ou c'est par... C'est par l'équipe. C'est dans l'équipe? D'accord. Okay, l'unité de travail en face, c'est l'équipe.
D'accord. Et l'équipe est composée de combien de personnes? Alors, bah, tu vois, on avait 2 développeurs, puis quelques fonctions support en complément. D'accord. OK. Merci. Merci à toi. Merci Najib. On arrive effectivement à 20h09. Il est certainement temps pour chacun de peut-être même de prendre le dîner et D'aller boire l'apéro, attends. Exactement. Mais effectivement, merci Laurent pour ce partage d'expérience et surtout de tes conseils personnels, de cette vision personnelle très acérée avec une super argumentation basée, comme le disait Laurent, toujours sur les faits et la réalité. C'est super. Et donc, je suis sûr qu'effectivement, par rapport aux événements où tu vas la présenter et même déjà cette première version, c'était excellent. Merci pour ça, Laurent. Merci Gilles. Mais je ne désespère pas de faire encore mieux. Ah oui, on peut toujours, tout à fait. Grâce à ce que vous m'avez remonté, merci. Merci pour vous. Et c'est vrai que le rappel de la valeur, mais on n'en parle jamais assez, de l'importance de la valeur, l'importance du découpage, ça c'est fondamental. C'est vrai que là, c'est bien d'insister ou de réinsister dessus, effectivement, et ça aide bien à replacer les choses. En plus, tu utilises des frameworks, des techniques qui sont effectivement qui existent, et comme tu dis, on les regarde souvent, on se dit c'est bien et on les applique jamais, et en les appliquant comme toi tu l'as fait, finalement on remarque que ça sert à quelque chose, c'est pas que du blabla. Ouais, il y a des trucs qui fonctionnent. Allez, merci Laurent, merci à on va conclure, ouais. Oui, tout à fait. Merci à vous de m'avoir accueilli. Ouais, avec plaisir. Merci à toi Laurent. Et puis, tu es toujours le bienvenu. Merci à tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a l'adresse email. Et puis, très bonne soirée à tout le monde. Très bonne fin de semaine. À bientôt. Salut à tous. Bye bye. Bye bye. Merci, au revoir. Ciao.